Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, le podcast d'Adinvest Network où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants et de leur vie d'entrepreneur. Je m'appelle Carla Decollière, je suis Community Manager chez Adinvest Network et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je partagerai le micro avec Nicolas Stockel. Bonjour Carla, bonjour. Bonjour. Alors pour ce nouvel épisode, donc chez Adinvest Network, on évoque régulièrement des sujets d'actualité, en particulier qui concerne la RSE, qui concerne les impacts, la biodiversité, le fait de pouvoir, je dirais c'est même plus préserver, là c'est sauver notre planète et puis les gens qui vivent dessus. C'est un sujet chez nos clients que maintenant on aborde systématiquement, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise ou le domaine dans lequel ils travaillent. L'histoire de la RSE, de l'impact et de tous ces aspects verts, ou en tout cas à verdir dans notre économie. Il y a quelque temps, c'était encore du greenwashing. Aujourd'hui, enfin, c'est passé par une partie en obligation. Et puis aujourd'hui, même si les lois ne sont pas forcément complètement abouties, il devient incontournable de pouvoir intégrer ces sujets-là dans toute relation professionnelle, quel que soit le secteur et quel que soit le niveau. En me renseignant sur pas mal d'informations sur ces sujets-là et sur quelques recherches que j'ai pu faire, j'ai vu et entendu un certain nombre de voix qui s'élèvent pour porter ce message. Et j'essaye d'en faire partie. J'ai une petite voix encore, mais j'essaye d'en faire partie. Et puis, il y en a une de voix qui nous a interpellés, et c'est toi, Isabelle Vomet. Donc, je suis tombé sur une interview, je crois, un podcast. Je suis allé voir ta société, ce que tu faisais, et on s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée que tu puisses venir partager ton expérience. Donc, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Donc Isabelle, tu es fondatrice et actuelle dirigeante de Goodness Co, qui est un cabinet de conseil en transformation positive, et tu viens de publier ton premier livre, Entreprise à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a mené à écrire ton livre, nous présenter l'activité de Goodness Co, etc. Merci beaucoup, Carla et Nicolas. Donc, effectivement, on me dit souvent que je suis une catalyste du changement au service de l'impact. En fait, ce qui m'anime, j'ai toujours voulu contribuer à un monde meilleur. Mes proches vous diront même à changer le monde. Et il y a plein de façons, en fait, de contribuer à un monde meilleur. Vous pouvez œuvrer en politique, œuvrer dans une asso. Moi, j'ai toujours choisi l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis une femme d'action et je crois dans le levier extraordinaire d'action et d'innovation des entreprises. Et je crois dans les entrepreneurs. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'économie française. Et donc, aujourd'hui, encore plus hier, je crois que l'entreprise, c'est le principal levier de progrès de notre société. Pourquoi j'ai fondé Goodness Co il y a 2 ans, alors que jusqu'à présent, je l'avais fait au sein d'entreprises? C'est parce que j'avais compris ce moment-là, c'était 2019. Je ne sais pas comment vous aviez appréhendé cette année, mais en tout cas, pour moi, ça a été une année de grand chamboulement, une année où j'ai compris ce point de bascule qui était en train de s'opérer dans le monde, c'est-à-dire où les entreprises prenaient conscience de la nécessité de créer du sens, de démontrer leur impact, leur contribution à la société. D'ailleurs, je crois même que seules les organisations ayant véritablement un impact positif prospéreront parce qu'elles seront choisies par les gens, les collaborateurs, les partenaires, les investisseurs et les clients. C'est ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas vocation à devenir Bicorp ou entreprise à mission, on en parlera. Toutes ne sont pas aussi avancées, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit leur taille, leur secteur, elles n'ont plus le choix que d'avancer. Voilà fondamentalement ma conviction. Et c'est pour ça qu'au sein de Goodness Co, on est au service des dirigeants pour les aider à opérer cette transformation positive et pour passer des mots à l'action. C'est très intéressant ce que tu viens de déployer. Ça me fait réagir. Du coup, je vais réagir tout de suite sur les valeurs que tu portes aujourd'hui, ce que tu mets en avant. Et quand on a créé Adinvest en 2008-2009, la première volonté, c'était de faire quelque chose qui soit utile et qui ait du sens pour l'économie territoriale, donc en local. C'était avec la volonté de pouvoir préserver les savoir-faire sur les territoires.
On ne parlait pas trop encore d'économie verte à l'époque, c'était encore assez lointain en France en tout cas. Mais on avait déjà cette volonté de pouvoir voilà, faire quelque chose qui puisse être au service de l'humanité et pas simplement du profit, même si c'est important puisque l'entreprise vit avec ça, bien entendu. Et puis, au fil du temps, on a affiné, mais on n'a jamais perdu de vue ces aspects-là. Donc, c'est un premier point qu'on a en commun. Je trouve ça très intéressant. Et il y en aura sûrement d'autres au fil de la discussion. Alors, évidemment, on a regardé ton parcours et puis on a écouté d'autres podcasts. Donc, on sait un peu ce que tu as fait. Passer dans certaines boîtes qui sont plutôt intéressantes. Je vais citer Boiron, Danone, et puis il y en a sûrement d'autres encore que je n'ai pas renoté là. Tu as eu l'opportunité de travailler avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Emmanuel Faber, avec qui j'ai rapidement échangé par écrit. Malheureusement, on ne s'est pas Qu'on encore veut pour le rencontrés. podcast. Ouais, on a discuté un peu. On est montagnards tous les deux. On est passé à peu près par les mêmes endroits, les mêmes voies ou les mêmes parcours. Et du coup, ça résonne encore plus là-dessus. Mais pour revenir à ce que tu as pu faire dans ces grandes boîtes, qu'est-ce que tu as retenu en 2-3 mots de fort dans ces sociétés? Qu'est-ce que tu as vécu de fort? Et qu'est-ce qui est peut-être venu renforcer ta vision? J'ai bien compris que visiblement c'était quelque chose qui était chez toi depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui est venu renforcer cette vision-là à travers ce passage dans ces grands groupes et qui t'a amené aujourd'hui dans ta propre structure? Alors, je n'ai pas toujours été dans des grands groupes. Hein. Je Enfin, un grand groupe, oui, par rapport je nous, vais à pas nos te dire clients. mon âge, donc, mais j'ai globalement, avant de monter Goodness Co, j'ai œuvré auprès de 3 dirigeants. Donc, d'abord une entreprise familiale que tu as citée, Boiron, puis un fonds d'investissement auprès de Bruno Rousset et Volem, le groupe April, qui est aussi une PME ETI familiale, avant de rejoindre Danone. Donc, effectivement, Danone est un grand groupe, mais je n'ai pas toujours œuvré au sein d'un grand groupe. Voilà, je le dis parce qu'en fait, ce qui m'a toujours animée, c'est d'apprendre sur le chemin et tu l'as compris, mon motto, c'est l'impact. Donc, j'ai cherché à avoir un impact tout au long de mon activité professionnelle, quel que soit le terrain de jeu. J'ai aussi choisi des entreprises qui étaient plus good que d'autres. J'ai toujours travaillé sur la santé des gens, la santé de la planète. Parce qu'il y a des secteurs qui sont mieux-disants que d'autres. Il y a des activités qui contribuent à un monde meilleur versus d'autres. Ça compte quand même. Et après, quel que soit... Et j'ai choisi de rejoindre Danone, donc un grand groupe qui était, entre guillemets, assez loin de mon univers de PME, de dirigeants, d'entrepreneurs agiles, etc., en 2012, parce que j'ai compris qu'il fallait que je change d'échelle pour impacter, effectivement, je me suis posé la question, est-ce que tu as envie d'impacter des centaines de vies, des milliards de vies, etc. Mais peu importe les différents terrains de jeu, ce que j'en ai retenu, c'est peut-être 3 choses. D'abord, le chemin est toujours le même. C'est important parce qu'en fait, c'est toujours contribuer à un monde meilleur à travers une entreprise qui va mettre ses activités, ses produits, ses services au service d'un monde meilleur, de mettre l'impact, l'RSE, peu importe comment on l'appelle, au service, au cœur du business, c'est-à-dire à quel point ça peut guider nos décisions stratégiques tous les jours. C'est ça le sujet. Et à quel point ça peut engager pleinement nos parties prenantes. Globalement, c'est toujours la même chose. Le chemin est le même, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais j'ai peut-être envie de vous dire qu'il y a 3 choses fondamentales sur ces chemins. La première, c'est l'importance du leader. Quoi qu'on arrive, quoi qu'on en dise, on ne peut pas travailler pour encourager l'entreprise, pour devenir un levier du progrès sans l'incarnation de leader. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, etc. Après, ça peut prendre des formes très différentes. Chacun est très différent. Mais il n'empêche que sans avoir le leader qui donne le cap, qui œuvre avec courage, je crois fondamentalement, parce que ce n'est pas si simple de transformer les structures. Donc, œuvrer avec courage au quotidien, qui partage cette vision, qui est capable d'écouter, qui agit avec une grande humilité aussi, parce qu'on ne connaît pas tout dans l'impact. C'est un chemin dans lequel tout le monde apprend. Voilà. Je pense que la première chose, c'est l'incarnation du leader, à quel point ce leader est essentiel pour guider le bateau vers le bon cap. La deuxième chose, c'est le fait de transformer les modèles. On ne parle pas de RSE à côté, en fait. C'est de la RSE au cœur du business model.
c'est l'affaire de tous, en fait. Et quand je dis ça, ça se traduit par deux choses. À la fois, ça veut dire à quel point les comités ou les décisions stratégiques de l'entreprise prennent en compte ces sujets, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un conseil d'administration où on prend en compte ces sujets? Est-ce qu'on fait des comités d'investissement, savoir si on va investir dans tel pays ou dans telle marque ou dans telle technologie? Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on met les lunettes de la RSE à un moment pour prendre ce prisme? À la fois aussi, quand on évalue la performance des collaborateurs, des leaders dans l'entreprise, des équipes dirigeantes, est-ce qu'on prend aussi ces critères-là? Donc, en fait, c'est à quel point c'est au cœur. Et ça, c'est possible. C'est possible. Toutes les sociétés dans lesquelles j'ai œuvré, et j'ai vraiment appris ça, c'est que ce n'est pas quelque chose à côté, c'était l'affaire de tous, vraiment fondamentalement. Et la troisième chose, c'est la nécessité de fondamentalement mettre en place des gouvernances beaucoup plus collaboratives et inclusives. Contrairement à des fonctions traditionnelles qui ont des rôles essentiels, hein, les achats, les ressources humaines, le marketing, les ventes, peu importe les fonctions, la RSE, comme c'est l'affaire de tous et que c'est une question de transformation des modèles, il est fondamental pour réussir ces transformations de mettre en place des gouvernance beaucoup plus collaborative et inclusive. Évidemment, l'étape peut-être basique de la fusée, c'est d'avoir un équilibre homme-femme dans les équipes, et surtout dans l'équipe dirigeante, mais c'est aussi d'avoir des instances de décision qui ne soient pas exclusivement liées à un COMEX ou un conseil d'administration. Par exemple, hier, j'ai été dans une de nos structures que nous accompagnons, KPMG, et on a mis en place depuis 2 ans déjà des promos Next Gen, donc nouvelle génération, pendant 1 an. Et ces promos Next Gen, en fait, sont là pour faire bouger les lignes, pour challenger de manière constructive, évidemment, le comité de direction, mais aussi pour être force de proposition sur un certain nombre de sujets. Par exemple, ils ont mis en place l'année dernière 4 initiatives, et dont celle de la semaine parentale de 4 jours pour les jeunes parents. Voilà, c'est des modèles qui sont de plus en plus nécessaires pour aller dans l'impact, que ce soit en interne, mais aussi en externe, c'est-à-dire avoir un comité de parties prenantes qui vous guide sur le chemin. Voilà, donc les 3 choses que je retiens, c'est l'importance du leader et de l'incarnation du leadership pour permettre à tous d'aller vers ce cap. La deuxième chose, c'est l'affaire de tous et ça passe par la transformation du business model. Et la troisième chose, c'est des gouvernances beaucoup plus collaboratives pour mener et réussir ces transformations. Ce qui au final est plutôt rassurant parce que c'est bien ce que j'ai compris, ce que j'ai pu noter de mon côté. Bon, donc ça va, voilà, tu viens confirmer qu'on ne s'est pas trop trompé de discours jusque-là sur ce que nous, on met en avant en termes d'impact, on va dire ça, hein, au sens global du terme. Effectivement, avoir un leader courageux, éthique, embarquer tout le monde et puis bien comprendre que ça agit au cœur du réacteur et pas simplement en périphérie. À partir de là, effectivement, c'est facile. On a même des exemples, hein. Alors, ce pas des gens qu'on a accompagnés parce qu'ils ont fait leur business de leur côté, mais c'est des gens que je connais bien. Petites boîtes d'ailleurs, hein, qui ont complètement, qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont complètement transformé leur société en disant on part de la base de faire quelque chose de durable, d'éthique, et puis on reconstruit notre modèle dessus. C'est quand même fort, quoi, d'avoir des dirigeants qui sont capables de remettre tout en jeu, de remettre tout sur la table et de se dire allez, je fais tapis, on verra bien ce qui se passe. Et puis en fait, ils ont raison parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus pour les gens qui ont un peu de bon sens, il n'y a plus une décision qui est prise sans qu'on ne regarde pas ces aspects-là, quoi. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les boîtes, tu as bien raison, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pas forcément pour moi, en tout cas, parce que j'aime la continuité, j'aime bâtir sur l'héritage. On part jamais de zéro. Donc, en fait, c'est pas forcément faire tapis, ou c'est peut-être la signification de cette expression que je connais mal. C'est d'aider le dirigeant ou la dirigeante à ouvrir ce nouveau chapitre de l'histoire, parce qu'on est juste un chapitre, hein, dans une histoire et dans un livre. Et pour l'aider à passer sur ce nouveau chapitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est que du bon sens, mais effectivement, connaître son cap,
parce que sinon, on ne sait pas trop où on va quand on quitte le port. Donc, connaître son cap, sa raison d'être, ce pourquoi une entreprise est utile au-delà de son profit, bien sûr, et de son activité économique. Quelle est sa contribution au monde et à ses territoires, à son économie locale. Donc, la raison d'être, le cap. La deuxième chose, c'est toujours de capitaliser sur les initiatives existantes qui vont dans ce sens-là. Souvent, alors, on parlait tout à l'heure, Nicolas, tu disais tu es architecte, moi je dis parfois je suis jardinier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour mettre un peu d'eau sur les petites jeunes pousses qui existent. Parce que dans les entreprises, il y a des gens qui ont à cœur d'œuvrer sur ces sujets, où ils n'ont pas eu les ressources, la lumière, la gouvernance, l'organisation adaptée, etc. Où ils ont, parce qu'on ne réussit pas à chaque fois, ou parfois planter le sujet. Mais l'idée, c'est capitaliser sur des initiatives existantes qui, dans un contexte, dans un cadre où on les soutient et on les aide à grandir, réussissent. La troisième chose, c'est d'être bien d'accord que ce soit, évidemment, sur cette stratégie RSE, enfin, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas que des intentions, des mots, mais de quoi on parle. Oui, il y a de l'action derrière. Voilà. Quels sont nos engagements? On parle vraiment d'engagement, de trajectoire, d'action, enfin voilà, parce que comme tu le sais, on a la CSRD qui arrive. Et là, les entreprises ont besoin de regarder pas exclusivement des critères financiers, mais des critères extra-financiers, donc tous ces critères dont on parle, et de pouvoir, en toute transparence, reporter sur leur progrès et l'état des lieux. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important dans la structuration du chemin. Et la dernière chose, c'est ce qu'on évoquait, c'est le fait de le faire tous ensemble pour aller beaucoup plus loin, en interne, mais aussi avec des partenaires, des parties prenantes. On voit très bien dans 100% de nos projets aujourd'hui, on met en place des dynamiques très collectives, collaboratives, que ce soit par exemple pour une marque. Par exemple, les marketeurs, souvent, ils ont l'habitude de faire des travaux extraordinaires avec une agence et autres. Et en fait, on fait le même processus avec eux, c'est-à-dire avec une marque qui va choisir vraiment sa raison d'être par rapport à sa légitimité, ce qu'elle fait de bien et son envie de contribuer à un monde meilleur. Et puis, on rassemble les gens autour de cette marque, autour des marketeurs, avec des fonctions dans l'entreprise qui ont des rôles évidemment essentiels, comme les ventes, comme les RH, comme les achats, etc. Mais on rassemble aussi des parties prenantes, comme par exemple des distributeurs, des clients, des ONG sur ces thématiques pour leur permettre vraiment de construire la feuille de route. C'est ça qui compte, c'est de rassembler et d'aller plus loin ensemble. C'est une vraie évolution qu'on constate effectivement, c'est de se dire on regarde plus, c'est plus de l'entre-soi ou c'est plus de l'interne, c'est vraiment l'entreprise dans son écosystème. Et c'est cette réflexion-là qui fait qu'à un moment donné, ça devient un cercle vertueux en fait. Parce qu'on ruisselle, on rayonne autour de soi dans chacune des entreprises. Et puis si le relais se fait avec le fournisseur qui lui-même fait la même chose, ça fait vite toile et c'est plutôt intéressant. Et comme tout le monde a les mêmes problématiques aussi, c'est-à-dire qu'en fait, un distributeur, il a envie de progresser sur le sujet de la RSE. Donc, si son fabricant progresse, tout le monde progresse. C'est vraiment du win-win pour moi. Il faut qu'il y en ait un qui commence à avoir un premier niveau d'exigence et puis forcément, ça va se répercuter sur toute la chaîne, quoi. C'est exactement ça. Moi, je voulais savoir parce que du coup, on a compris que depuis petite, tu voulais être impactante au sein de la société. Mais dans ta vie professionnelle, du coup, tu as Goodness Co, mais surtout personnelle, comment un peu tu agis pour faire rayonner tes valeurs? C'est une question difficile. Moi, je crois qu'on n'est qu'un. Je ne crois pas que je sois différente à la maison et au boulot. Euh, je crois qu'on n'est qu'un, donc c'est cette soif d'apprendre, cette soif d'impact. Effectivement, par exemple, aujourd'hui, je suis donc la fondatrice de Goodness Co, mais je suis en même temps aussi très active dans un certain nombre de mouvements qui, je dis souvent, nourish my soul, c'est-à-dire nourrissent mon âme. On a besoin des uns des autres, on s'applique à nous-mêmes en fait, simplement ce qu'on recommande à nos clients. Et donc, du coup, je suis steward d'un mouvement qui s'appelle Before Good Leaders, qui rassemble en un an, on a monté un mouvement de 29 000 leaders à travers le monde pour vraiment justement changer à grande échelle parce que les entrepreneurs sont prêts aujourd'hui.
Et ça, c'est fondamental. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller ensemble pour construire ce modèle qui réconcilie performance et impact à plus grande échelle. Et je lead le stream Corporate Activism, donc l'activisme de l'entreprise comme levier du progrès. Je suis aussi dans les 100 femmes de Davos. Donc, pour vraiment faire porter notre voix des femmes à impact dans les sphères politiques, donc prendre part à la décision des politiques publiques pour que justement les États aident ces entreprises et ces entrepreneurs qui ont envie de contribuer à un monde meilleur, qui au moins puissent nous faciliter la vie et encourager ces modèles plus vertueux. Donc ça, c'est important. Et puis, par exemple, je suis dans la communauté des entreprises à mission, on est ambassadeur Aura. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je m'investis pour vraiment apprendre aux côtés de ces acteurs du changement et de progresser tous ensemble. Et dans ma vie personnelle, j'ai une grande famille avec de nombreux enfants. Et moi aussi, comme toi, Nicolas, je suis très proche de la montagne et de la nature. Et donc, du coup, j'ai vraiment, en tout cas, c'est un peu mon côté nécessaire. J'ai besoin de réaligner mes planètes et ça, je le fais en me connectant avec la nature, souvent en montagne. Voilà, c'est ça qui me redonne de l'énergie, qui me donne de l'énergie et qui me permet vraiment d'être là où je dois être. Voilà, C'est vrai que ça nous recentre et ça nous ramène à l'essentiel, hein. c'est ça. C'est toujours ça de très intéressant. Il y a un mot que tu as cité, que j'entends de plus en plus, c'est activisme. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait une vision un peu négative de ce terme parce que c'était Greenpeace, c'était Sea Shepherd, c'était des gens qui étaient un peu, entre guillemets, extrêmes. Alors après, bon, on n'aime pas, on n'adhère pas, ça c'est chacun son truc, mais avec des opérations un peu coup de poing qui permettaient de donner de la visibilité et de dire à un moment donné, oh, faut quand même réagir. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ton avis, que ce terme activisme, est en train de se démocratiser en fait et que c'est simple. Ça traduit maintenant, enfin, on est peut-être revenu d'ailleurs à l'essence de ce mot, ça traduit simplement une action récurrente, régulière, conforme à ses valeurs. Est-ce que tu sens l'âme d'une activiste réellement? Totalement. Totalement, en fait. Qu'est-ce qui est important par rapport à ça? Je crois qu'en fait, face aux grands défis de la société, parce que j'ai pleinement conscience des défis climatiques, de la biodiversité, de la justice sociale, j'ai vraiment conscience de ces défis. Je pense qu'il y a plusieurs façons face à ces défis qui sont face à nous. Il y a plusieurs réactions possibles. On peut avoir très, très peur. Et il y a beaucoup d'éco-anxiété qui montent, en particulier chez les jeunes. Personnellement, je suis une femme d'action. Et moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est l'action. Donc, en fait, ma façon de procéder, c'est vraiment d'œuvrer, d'aider les entreprises à être levier du progrès, parce que la réalité, c'est que je pense qu'on nous n'y arriverons pas sans les entreprises, sans les entrepreneurs. Donc, c'est ça, aujourd'hui, ma contribution et mon énergie, je le mets au service d'eux. Et en fait, c'est justement ça, le corporate activism, c'est-à-dire l'entreprise qui choisit de contribuer à un monde meilleur, qui met ses marques, ses actions, ses services, ses produits au service de ça. C'est ça le sujet. Et ça passe aussi par exemple, l'activisme des collaborateurs. On n'y arrivera pas si on ne met pas en place justement des gouvernances qui permettent à chacun des collaborateurs d'être activiste. Vous savez, je ne sais pas si tu connais ce chiffre, c'est qu'en fait, il suffit de 10% des gens dans une organisation pour faire basculer un système. L'idée, ce n'est pas d'aller chercher forcément les top managers, etc., le système traditionnel de la hiérarchie. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les 10% des acteurs du changement qui veulent vraiment faire basculer le système et mener ces transformations positives. C'est aussi de l'activisme des collaborateurs, entre guillemets. On a aussi l'activisme des marques. On voit très bien qu'une marque qui va vraiment être militante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un citoyen, un homme, une femme, a conscience aussi que l'acte de consommation est devenu un acte militant. C'est-à-dire que Oui, quand on va clairement, oui. choisir une marque, c'est parce qu'elle va
s'aligne avec nos valeurs, elle va défendre une cause qui nous intéresse. Et donc, dans ce cadre-là, on parle aussi d'actes militants des marques, de brand activism. C'est vraiment ça le sujet. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, l'activisme est vraiment une stratégie d'entreprise, en fait. Et puisque carrément. la question, je crois que c'est ça l'avenir. OK. On a aujourd'hui, dans les exemples qu'on connaît tous et encore plus cette année, c'est Patagonia, qui a été la première marque J'allais à le citer. ça. Qui, depuis toujours, je ne sais pas si vous avez lu le livre, tu parlais du mien, mais un des livres qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre d'Yvon Chouinard, Let My People Go Surfing, qui montre justement cette culture de l'activisme au sein d'entreprises, qui a été un des premiers à choisir une raison d'être, qui est vraiment de contribuer à un monde meilleur, qui va d'ailleurs très très loin, qui a aujourd'hui mis en place une gouvernance spécifique avec la création d'un trust pour protéger vraiment la contribution de l'entreprise dans les défis climatiques. Enfin voilà, typiquement où il y a quelques années, en 2011, je ne sais pas, Carla, tu étais trop jeune, mais peut-être Nicolas, tu t'en souviens comme moi, Patagonia avait fait une annonce dans le New York Times. Je me souviens de cette annonce comme si c'était hier, qui était Don't buy this jacket, c'est-à-dire n'achetez pas ce blouson, donc Patagonia, avec un blouson Patagonia. Et en fait, en 2011, c'était révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, Patagonia recommandait de réparer le petit accroc qu'on avait sur notre veste Patagonia, ou de le faire réparer ou de le réparer plutôt que d'en acheter une nouvelle, en fait, d'éviter la surconsommation. Ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, on a par exemple Camif qui s'inscrit un peu dans cette même lignée, c'est-à-dire qu'avec Imri Jacquia, qui a choisi en fait de lutter contre la surconsommation, donc d'œuvrer pour une consommation responsable, et qui était en 2017 le premier à avoir fermé le site internet de Camif le jour du Black Friday, donc qui est le oui, je me souviens de ça. jour de vente d'une boîte de e-commerce sur les biens de consommation, où Emery, ce jour-là, s'est presque mis son conseil d'administration, toute son équipe dirigeante à dos, mais qui a choisi avec courage de dire non, on va fermer parce que justement, c'est ça l'acte militant, c'est le renoncement. Et en fait, ça, c'était 2017. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 entreprises qui ont décidé de faire des actions le jour du Black Friday en regard de cet acte militant pour la surconsommation. Donc, il a été suivi. Et la deuxième chose, c'est que par exemple, les chiffres que Emery partage avec nous tous il y a 2 ans, c'est qu'ils sont sur des taux de croissance de plus de 40%. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils sont choisis. C'est ça d'être militant aujourd'hui. Et je crois que l'activisme est devenu justement une stratégie d'entreprise. Oui. Et fortement aidé par, je pense, la prise de conscience de tout un chacun et de chacun de nous sur le fait de dire je ne vais pas acheter n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, je vais regarder où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je ne peux pas le trouver d'occasion quelque part. Alors, toi, tu cites des marques et des noms connus. Moi, j'en ai quelques-unes qui sont plus confidentielles, mais une boîte qui s'appelle Scope 3, qui vient de passer en société, parce qu'ils étaient en assaut il n'y a pas si longtemps, et qui récupère et recycle l'immobilier de bureau, et qui rééquipent des boîtes, voilà, et qui sont allés au bout du système, et qui même aujourd'hui sont allés jusqu'à pouvoir remettre une garantie sur ces meubles-là. Enfin, voilà, et ça part au départ d'une démarche bénévole d'un entrepreneur, j'allais dire à succès, que je connais bien. On a fait un podcast avec d'ailleurs. Qui a très bien vendu sa société dans l'IT, dans l'IoT pour être précis, qui s'est retrouvé du jour au lendemain un peu désœuvré, qui a donné de son temps dans du bénévolat et qui au final se retrouve à recréer une boîte parce qu'à un moment donné, il y a de l'économie circulaire à mettre en place, il y a des choses intéressantes et puis du coup il se met en contact avec des éco-organismes comme Valdelia, enfin bref, tout ça fait tache d'huile et en 2 ans à peine, il se retrouve à remonter quelque chose qui a encore plus de sens que ce qu'il a pu faire avant et qui répond à un vrai besoin. Mais tu parlais que toi, ta prise de conscience, ça avait été en 2019, mais je sais pas, Nicolas, mais moi, c'était surtout avec le confinement, le Covid, tout ça. Parce que bon, moi, j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans quand il y avait le Covid, mais c'est là où je me suis vraiment dit, mais Carla, t'as déjà plein d'habits, ça sert à rien que t'en achètes des nouveaux. Au pire, bah, après, il y a Vinted et tout. Enfin, moi, j'utilise beaucoup Vinted parce que
je me dis c'est quand même mieux que d'acheter plein d'habits et après de les jeter. Mais ouais, moi, c'était vraiment en 2020 où j'ai eu une prise de conscience écologique surtout. Je me dis, si nous, on prend pas conscience, on est foutu. Hmm. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. 2020 a été vraiment une accélération de cette prise de conscience. Effectivement, les jeunes, dont la nouvelle génération dont tu fais partie, n'acceptent plus le désalignement. Le Ouais. désalignement entre les mots et l'action, entre justement les grands défis et l'inaction. Enfin voilà, c'est des choses qui ne sont plus acceptables. 2019, moi, c'était plus parce que plusieurs éléments. D'abord, chez Danone, avec Emmanuel Faber, dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, on montrait que c'était possible. C'était possible et encore aujourd'hui, Danone est une des entreprises les plus avancées au monde sur ce sujet. On parlait de Patagonia, mais Danone en fait partie. Et à la fois, avec cet élan collectif, on voyait aussi les premières grèves de la faim de Greta Thunberg, dont on parlait peu, mais à l'époque, ça commençait à émerger. Il y avait aussi Yuka. Maintenant, on utilise tous Oui. Yuka. Mais à l'époque, c'était le tout début. C'est-à-dire qu'on donnait la voix aux citoyens versus aux industriels avant, qui disaient ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc, c'est totalement différent. On avait aussi la première Business Roundtable aux États-Unis où 181 dirigeants se sont réunis et ont dit on veut vraiment passer d'une économie actionnariale à une économie partenariale. C'est le fait, ce que tu disais, Nicolas, de co-construire avec l'écosystème, avec les autres, etc. Et puis, à l'époque, j'étais aussi coprésidente d'une organisation qui s'appelle le CGF, qui rassemble 400 membres à travers le monde et qui est une organisation qui est dirigée par un board de 58 dirigeants, les plus grands dirigeants mondiaux globalement sur le consumer goods, les plus grands dans le sens taille d'entreprise. Et, euh, et en fait, j'avais été assez marquée la première fois que j'étais allée il y a à peu près 6-7 ans, de voir qu'il y avait aussi peu de leaders que j'appelle éclairés, c'est-à-dire des leaders qui ont compris que l'impact devrait, la RSE, comme tu évoques, devait vraiment être au cœur des modèles. Et en fait, au fur et à mesure des années, peu importe les raisons, mais en novembre 2019, j'ai vu la salle du board du conseil d'administration littéralement basculer, où les leaders éclairés qui étaient autrefois isolés sont devenus une majorité. Et que la question n'était plus le pourquoi, bon, est-ce qu'on devrait y aller un peu ou pas à la folie et toujours trouver les bonnes excuses. Non, la question était devenue comment on le fait pour de vrai. Peu importe leur raison, est-ce qu'ils avaient été challengés par leurs enfants, par la difficulté à recruter des personnes, des talents, peu importe les raisons. Mais ce jour-là, j'ai vu cette salle basculer et les dirigeants comprendre que la question, c'était devenu le comment. Et en fait, je ne pense pas qu'il n'y ait une baguette magique, mais en revanche, il y a des leviers pour y arriver. Le fait de l'avoir expérimenté à plusieurs échelles, que ce soit dans des entreprises familiales, dans un fonds d'investissement, à grande échelle chez Danone, j'ai la chance d'avoir pu expérimenter ce qui comptait vraiment pour arriver sur le chemin. Et c'est pour ça que j'ai décidé de fonder Goodness & Co. Et on a la réponse à une question qu'on voulait poser. Donc c'est parfait, on va passer à la suivante. On a une question un peu philosophique. Enfin, un peu plus ouverte, un peu plus large, parce que là, mais c'est très bien, c'est très concret, il faut être concret, mais c'est aussi intéressant. Clairement, comment toi, tu vois, de ton prisme, évoluer notre planète là, dans les 5-10 ans qui viennent, peut-être même à plus long terme. En gros, et pour être un peu trivial, on est tous foutus ou on a quand même une chose de passer à travers? C'est super dur. Ah, je sais, mais sinon, si c'était trop facile, après. Non, Ça mais ça peut être m'amène ta beaucoup vision. Ta d'émotions vision. quand on pense ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai 5 enfants à la maison et c'est vraiment quelque chose qui me fait peur parfois et qui m'attriste. Euh, mais il y a plusieurs choses en fait. Face à ces défis immenses, je crois fondamentalement dans le pouvoir d'action et d'innovation des entreprises et des entrepreneurs. Je crois aussi que les entrepreneurs sont prêts. Je Ce que tu disais tout à crois l'heure, oui, que effectivement. face à ces enjeux, on est à un point de bascule entre le catastrophique et le sursaut, entre l'immobilisme et l'action. Vous avez compris où je me situe. Je préfère le choix de l'action. Je crois d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, hein, qui est comme un cri du cœur pour moi, pour montrer que c'était possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que fondamentalement que c'est possible. Donc, en fait, mon rôle, c'est vraiment d'aider les dirigeants, les leaders éclairés qui ont envie
et de mettre la lumière sur ceux qui démontrent que c'est possible. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, je veux pouvoir regarder mes enfants dans les yeux et leur dire que j'aurais tout essayé au moment où ça comptait vraiment. Bien. C'est vrai que le regard de nos enfants est important. En tout cas, nous pousse. C'est plutôt une bonne chose. Bon, moi, j'en ai qu'un. Il a 10 ans, mais il est déjà très au fait de tous ces sujets-là, il est très intéressé. Et effectivement, enfin, de manière plus ou moins consciente, on a tendance à agir en fonction de qu'est-ce qui va se passer pour lui demain ou pour eux. Et en fait, on s'aperçoit qu'on fait tous plus ou moins de la RSE. Tu as raison, des petites pousses qu'il faut arroser parce que c'est par là que ça va passer aussi. Effectivement. Alors, on voit bien les sujets sur lesquels tu travailles pour faire avancer les gens, les entreprises, etc. Est-ce que tu constates peut-être un ou deux ou trois points bloquants, vraiment bloquants dans les boîtes, sur lesquels tu te heurtes régulièrement et pour lesquels il faut travailler un peu plus dur? Quel est le constat que tu fais un peu de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des points bloquants? Alors, aucune transformation n'est facile. Ce matin, j'avais un de nos clients qui est une grande entreprise industrielle, une des plus grandes de France. Je disais, Rome ne s'est pas faite en un jour. Parce que c'est pas facile, en fait, de mener ces transformations, des business models, des façons d'opérer, des façons de décider. Enfin, voilà, c'est pas du tout facile. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Ben, je crois que dans la vie, on se choisit toujours mutuellement, c'est-à-dire que les clients qui nous choisissent sont des dirigeants et dirigeantes qui sont prêts à le faire pour de vrai, donc qui ont cette volonté, cette ambition, cette ténacité et à nouveau ce courage. Le courage, je vais vous donner la définition, c'est la fermeté de cœur, la force de l'âme qui nous encourage dans les situations difficiles à faire des choix. C'est pas quand tout va bien, c'est plutôt quand c'est difficile. Quels sont les choix qu'on prend? Donc, est-ce qu'il y a des points bloquants fondamentalement aujourd'hui dans l'univers et dans les clients que nous accompagnons? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, mutuellement, on choisit des gens qui sont prêts, qui ont envie. Bien sûr qu'il y a des choses difficiles, mais aujourd'hui, je crois que le monde est prêt et que ces leaders éclairés qui ont envie d'avancer, de faire bouger les lignes, on est là pour eux. Aujourd'hui aussi, par rapport à ta question, je ne sais pas si ma réponse est très pertinente, mais aujourd'hui, il m'arrive rarement de croiser des dirigeants non conscients qui n'ont pas appréhendé cette nécessité d'aller vers. Le principal frein, donc ce n'est pas un point bloquant, mais c'est un frein. Le principal frein que je rencontre de ces dirigeants ou dirigeantes, c'est mais comment faire? C'est quoi le premier pas? Ouais, par où je commence, ouais, c'est pas évident. Ouais, je pense que le premier petit pas, comment ça? C'est ça. Et après, par rapport à notre expérience, c'est aussi il n'y a pas tant de qu'on appelle les business case, c'est-à-dire qu'en fait, il existe un chemin pour réconcilier performance et impact, mais il n'y a pas tant de cas que ça à grande échelle dans tous les secteurs, etc. Donc, on est tous en train de le construire. Donc, c'est aussi d'accepter qu'on est tous sur ce chemin. Voilà. Donc, il n'y a pas de point bloquant, il y a des freins. Et donc, c'est plus de lever les freins et de donner la confiance et l'envie aux dirigeants, à la dirigeante d'aller vers. Okay. On est top. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, donc ça va avancer. Il n'y a pas de frein, il y a quelques petits freins, mais ça va y aller. Et tu nous as déjà beaucoup donné de leviers pour les entreprises, etc. Mais est-ce que tu as un conseil ou une recommandation à donner à un dirigeant de TPE, PME, vraiment un conseil le plus précieux? En fait, le seul conseil à tout leader, en fait, un dirigeant de TPE-ME, une dirigeante, comme à chacun des leaders, parce que je crois que chacun a un rôle à jouer, c'est d'oser. D'oser parce qu'au fond de vous, vous avez cette conviction, vous avez cette intuition. Donc, osez prendre le premier pas. La réalité, c'est que rien n'a besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de dessiner les éléments. Ce qui est important, c'est d'avancer sur ce chemin. Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est ça qui compte, en fait, fondamentalement. Et avancer. Et si vous avez besoin, entourez-vous des collaborateurs qui sont les plus enthousiastes à vos côtés. Entourez-vous de vos parties prenantes, de vos clients qui avancent aussi sur le chemin et qui sont prêts à avancer avec vous. Osez rassembler
pour aller plus loin ensemble. Voilà, oser avancer sur ce chemin. Rien n'est parfait, rien n'a besoin d'être parfait, mais commencer ses premiers pas. Ça pourrait presque être la conclusion, mais pas encore, parce qu'on a encore même si on approche de la fin, on a encore 2 points qu'on aimerait bien voir avec toi. Alors moi, j'ai une question que j'ai écrite, c'est la première que j'ai écrite en fait, quand j'ai ouvert ton livre. Tu avais dit que je l'avais récupéré très vite et je voulais vraiment le lire. Pourquoi avoir écrit ce livre? Et quelle est l'ambition pour toi à travers ce livre? Pourquoi faire un livre? On a l'impression, c'est un peu comme j'ai pas de Rolex à 30 ans, si j'ai pas fait mon livre, je vais dire à 35, voilà, je sais pas quel âge tu as, j'ai Alors, raté le ma vie, livre, donc pourquoi faire ce livre? le livre, bah, c'est vraiment un cri du cœur, en fait. C'est un cri du cœur parce que ma motivation à écrire ce livre, c'était montrer que c'était possible. On a 10 ans. On a 10 ans vraiment pour réinventer les modèles. On a 10 ans pour relever ces défis de la biodiversité, de la justice sociale, des défis climatiques. On en est tous conscients. C'est pas simple, mais c'est possible. Et cette conviction, c'est pas qu'une utopie, non. C'est avant tout une conviction qui est d'ordre économique, managérial et sociétal. La réalité, c'est que je crois qu'il existe un chemin pour réconcilier performance et impact. Et je crois, d'ailleurs, comme 8 personnes sur 10, que l'entreprise est le principal levier de progrès de notre société. Donc, face à cette morosité, face à ces lanceurs d'alerte, face à ce catastrophisme qui paralyse l'action, j'ai voulu montrer à travers ce livre un témoignage enthousiaste d'un changement d'époque qui annonce cette nouvelle ère, celle de l'impact positif au cœur des modèles et celle de ces nouveaux leaders qui sont prêts à vraiment changer le monde. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Le vraiment, il est important, ça se voit. Et dernière petite question, pour en revenir un peu à ton entreprise Goodness Co, quelles sont tes priorités pour les 2 ans à venir? Alors, Goodness Co a 2 ans. On vient de publier d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, notre Impact Review, donc qui est un peu notre rapport d'impact de ces 2 premières années. Quelles sont nos priorités à venir? En fait, Goodness Co, j'ai pour ambition de créer Goodness Co comme plateforme de référence dans le domaine de l'impact. Ça veut dire quoi, plateforme de référence? Ben, ça veut dire de servir ces leaders éclairés, pionniers, qui sont souvent les premiers dans un secteur et leur donner le courage de ces transformations, de les guider avec l'aide de notre extraordinaire équipe sur ces chemins, quel que soit leur secteur. On œuvre aujourd'hui dans le domaine de la finance, des biens de la consommation, du luxe et de la fashion, du sport et bien d'autres, en France et à l'international. Et notre volonté, c'est vraiment de créer ces rôle modèles d'entreprise pour montrer aux autres que c'est possible. Et c'est vraiment ça qui nous anime fondamentalement sur ce chemin. Donc, de les aider parfois à devenir entreprise à mission ou Bicorp, comme beaucoup d'autres, mais pas seulement, de mettre l'impact au cœur du modèle de la performance, en fait, c'est ça qui compte, qui va guider leur choix au quotidien et qui va engager l'ensemble des parties prenantes à leur côté. Voilà. C'est vrai on n'a pas abordé le sujet Bicorp, mais bon, tu en parles pas mal dans ton bouquin. Les gens qui sont intéressés peuvent simplement taper Bicorp, ils auront toutes les infos nécessaires pour comprendre ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, c'est un mouvement de fond qui est très, très important. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour cet échange très, très intéressant, très riche. On sent que ça vient du cœur. Oui, et ça donne de l'espoir aussi, je pense, pour les entrepreneurs un peu qui n'osent pas vraiment passer le cap. C'est énergisant, donc c'est Oui. très bien pour nous tous. Alors, les convaincus, bah, tant mieux, vous avez juste à continuer, comme on le fait nous. Les autres, il est temps de s'y mettre. Soyez convaincus de suite. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Nicolas et Carla pour cet échange. Et c'est vrai que c'est agréable. Vous voyez, cet échange enthousiaste, il nous donne aussi beaucoup d'espoir tous ensemble parce que des leaders engagés aujourd'hui, il y en a. Et donc, les mettre en lumière et encourager les autres, c'est ça notre rôle aussi. Merci beaucoup, Isabelle, et sûrement à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. À très bientôt.